14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. J'ai un coup de téléphone de mon petit frère Danny qui m'appelle et qui me dit que le magasin de papa est en feu et qu'on ne retrouve pas papa. Mais j'ai un mauvais pressentiment quand même. J'appelle mon père, le téléphone sonne et ne décroche pas. Bonjour, la mort de Jean Moritz a bien failli rejoindre à jamais le rayon des affaires non élucidées. Ce père de famille nombreuse avait été découvert à l'été 2011 dans les décombres d'un mystérieux incendie. Pas de témoins, pas d'indices, des suspicions, mais aucune preuve. Pendant 11 ans, la famille de la victime et son avocat vont remuer ciel et terre pour que l'affaire ne s'arrête pas sur un point d'interrogation. Tout faire pour trouver la vérité sur la mort de cet homme tranquille qui vendait des feux d'artifice dans une petite ville du Nord et ne semblait avoir aucun ennemi déclaré. Quel scénario se dissimule donc derrière les flammes de cette boutique de feux d'artifice? Qui donc en voulait à ce point à ce père de famille? Laquelle des vies de cet homme qui n'avait rien à cacher, professionnel, privé, familial, a-t-elle entraîné sa perte? Questions que se sont posées les enquêteurs et sur lesquelles nous allons revenir aujourd'hui avec nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Jean Moritz. À l'été 2011, dans une commune du Nord, ce père de famille est retrouvé sans vie dans sa boutique de feux d'artifice, ravagé en quelques minutes par les flammes. Ce mercredi 1er juin 2011, vers 10h15 du matin, Tolga Tanriverdi, qui tient un garage route d'Avesnes à Louvroil, ville à moins de 4 km de Maubeuge, est intrigué par une soudaine odeur de brûlé. La fumée ne vient pas de son atelier, mais d'un petit entrepôt tout proche, le magasin Tout Feu Tout Fête, celui de son ami Jean Moritz, spécialisé dans la confection et la vente de feux d'artifice. Le garagiste l'a vu il y a 1 heure à peine, quand l'artificier qui vit dans l'appartement au-dessus de l'entrepôt a ouvert son local. Il avait l'air fatigué. J'ai plaisanté en lui disant qu'il avait dû faire la fête la veille, témoignera plus tard le garagiste, qui pour le moment a empoigné un extincteur. Il se précipite, mais la porte d'entrée est verrouillée. Les flammes commencent à dévorer la boutique. À 10h30, les pompiers défoncent la porte et s'attaquent au brasier. Ils sont avertis qu'au moins 2 personnes sont bloquées à l'intérieur. Le gérant, Jean Moritz, ainsi que le dernier de ses enfants qui vit avec lui, Jessie Moritz, 15 ans. Les pompiers filent à l'étage. Ils sortent Jessie de son lit. Il n'a rien entendu du remue-ménage. Il ignore où est son père. Il pense qu'il est sorti acheter des cigarettes. On essaie d'appeler Jean Moritz sur son portable, mais il ne répond pas. Les sauveteurs viennent à bout d'un sinistre qui, fort heureusement, n'a pas touché l'endroit où sont entreposés les feux d'artifice. Ils font le tour du bâtiment jusque dans un recoin où ils tombent sur un corps en partie carbonisé. Pas beaucoup de mystère, il s'agit bien de celui de Jean Moritz, 55 ans. Le légiste refuse l'inhumation de Jean Moritz, dont le corps est envoyé à l'Institut médico-légal de Lille pour autopsie. La nouvelle frappe de stupeur la ville de Louvroil, où la victime est bien connue, appréciée. Moritz était un artificier qui illuminait toutes les fêtes et les kermesses du coin. Connu pour son sérieux, sa joie de vivre, une générosité le poussant à proposer des prix d'amis, quitte à ne gagner que quelques euros. Jean Moritz a 8 enfants qu'il adorait, nés de 3 unions différentes. Il ne s'était pas marié, restant un éternel séducteur. La PJ de Maubeuge s'interroge sur cette mort brutale. À cause de la porte fermée, on pense à un suicide, même si Jean Moritz n'était pas du tout dépressif et que le trousseau de clés reste introuvable. On songe aussi à un accident causé par le maniement de produits inflammables. Un cambriolage qui a mal tourné est enfin évoqué, mais la caisse du magasin n'a pas été touchée. Manquent curieusement des objets qui appartiennent à la victime, son ordinateur et son téléphone portable. 7 juin 2011, 1 semaine après le drame, l'autopsie révèle un tout autre scénario. Jean Moritz, dont le haut du corps est brûlé au 4e degré, porte sur le visage des ecchymoses et des coups donnés avant la mort. Son nez a été brisé. Plus troublant encore, le cartilage du larynx a été écrasé, résultat d'une strangulation à main nue. La victime a aussi été frappée à la gorge avec un outil tranchant, couteau ou tournevis. Elle a eu la carotide sectionnée. L'incendie, destiné à faire disparaître toute trace suspecte, a été allumé après le crime. C'est un homicide
La PJ de Lille est saisie. 3 jours après la remise du rapport d'autopsie, Jesse, le fils cadet qui dormait dans la maison, est placé en garde à vue, premier suspect. Il aurait pu se disputer violemment avec son père, mais rien ne va dans ce sens. Après 9 heures d'interrogatoire, le garçon est mis hors de cause. Pour les enquêteurs, il va falloir désormais creuser la personnalité de la victime, son environnement, pour s'apercevoir que sa vie n'était peut-être pas aussi tranquille qu'on le croyait. La brigade criminelle de Lille cherche à savoir qui pouvait en vouloir à Jean Moritz, figure locale appréciée de tous. En dépit de sa bonhomie affichée, le commerçant artificier semblait inquiet depuis quelque temps. Il avait fait installer dans son entrepôt un système d'alarme permettant de donner l'alerte en cas d'intrusion ou de danger. Selon James, un de ses meilleurs amis, Moritz lui était apparu quelque temps avant sa mort contrarié, soucieux. Il paraissait se méfier. 3 semaines avant le drame, lors d'une installation de feux d'artifice, James assure que Moritz avait reçu un coup de fil de menace. Il recommence encore, celui-là, avait murmuré l'artificier, sans s'étendre sur la nature de cet appel. Plus troublant encore, un deuxième témoin rapporte avoir assisté 1 mois et demi avant le crime à une drôle de scène. 16 avril 2011, 6 heures du matin, il aperçoit une voiture en flammes devant le magasin de Jean Moritz. Il s'agit d'un véhicule de location loué par l'artificier. Ce témoin dit alors avoir été abordé par un automobiliste certifiant qu'il s'agissait d'un feu de moteur, puis cet homme a disparu. L'expert ne pourra pas déterminer l'origine du sinistre. 23 avril 2011, une semaine après ce premier incendie suspect, Jean Moritz reçoit un message de mise en garde sur la page de sa messagerie Facebook. Le texte est plutôt explicite. « Laisse les gens qui sont en ménage, écoute bien !» Ce n'est pas de la rigolade. L'artificier aurait confié à un de ses proches que ce message émanait sans doute de l'ex de sa nouvelle copine, Sylvie F. Cet homme était venu un jour le voir au magasin en prononçant cette phrase « Qu'est-ce qu'on va faire maintenant qu'on aime la même femme ?» avant d'éclater en sanglots. Jean Moritz a effectivement fait la connaissance il y a moins d'1 an de Sylvie F, une jeune femme blonde qui fait partie d'une association de danse. Elle était passée par hasard à la boutique, l'artificier est tombé tout de suite amoureux, vantant auprès de ses amis sa beauté, sa gentillesse. Il envisageait même d'emménager avec elle. 8 juin 2011, Sylvie est convoquée par les policiers au commissariat de Maubeuge. Elle ne fait aucune difficulté à reconnaître sa liaison avec Jean Moritz. Elle est mère de 4 enfants. Elle indique avoir caché à Moritz qu'elle avait été mariée. Elle précise qu'elle est toujours en contact avec son ex-mari, mais n'a plus aucune relation sentimentale avec lui. Youssef T, le mari, l'ex-mari, vit de petits boulots en Belgique. Il revient en France pour voir ses enfants. Elle l'héberge pour un soir. Il dort alors dans le canapé. 30 juin, l'ancien mari est convoqué à son tour. Il indique être séparé de sa femme depuis une dizaine d'années. Il savait que Sylvie avait une liaison, mais affirme n'avoir rien à redire à cela. Youssef dément avoir fait du mal à Jean Moritz. Il n'était pas mercredi 1er juin dans la boutique de Louvroil. À ce moment-là, il avait rendez-vous à quelques kilomètres de là avec un couple de proches. Alibi confirmé, aucun élément ne permet d'impliquer ni Sylvie ni Youssef dans le crime. Les policiers gardent un œil sur Youssef T qui aurait pu agir dans une crise de jalousie. Une hypothèse, mais aucune preuve ou indice susceptible de l'étayer. Dès lors, les investigations vont faire du sur place. Après 6 mois d'enquête, la brigade criminelle de Lille ne peut pas mettre un nom sur celui qui a tué Jean Moritz. Seule certitude, l'auteur s'est acharné sur la victime. Son but était bel et bien de tuer. Les enquêteurs n'ont pas avancé sur la piste sentimentale. Ils s'orientent donc vers celle d'une vengeance professionnelle. Dans le petit monde des artificiers de la région, Moritz était loin de faire l'unanimité. Il était réputé comme étant un casseur de prix, prêt même à perdre de l'argent pour faire plaisir aux uns et aux autres. Les petites communes, les moins fortunées de l'Avesnois, ne juraient que par lui. Un concurrent au moins détestait le patron de la boutique Tout Feu Tout Fait. Il souhaitait sa perte. Les 2 hommes en étaient même venus aux mains. Au lendemain du crime, ce concurrent avait fait du porte-à-porte auprès de plusieurs mairies pour proposer ses services. 14 février 2012, cet artificier est entendu. Il dément toute implication dans le crime. Son alibi est incontestable. Il est relâché sans aucune charge.
Avant l'audition du concurrent artificiel, les enquêteurs ont réentendu Sylvie F et Youssef T. Le couple a été placé sur écoute. Lors d'une conversation, Sylvie s'exclame en parlant de son ex-mari « De toute façon, je m'en fous ». Il va finir en prison. Sylvie est à nouveau interrogée le 14 décembre 2011 sur les propos qu'elle a tenus au téléphone, audition qui ne donne rien. L'enquête va ensuite faire du surplace. Aucune avancée notable, aucun rebondissement. 4 ans après les faits, le juge est alors sur le point de prononcer un non-lieu. Quelques années vont s'écouler jusqu'à ce que d'autres écoutes et un événement imprévu bousculent le paysage des investigations et aident les langues à se délier. 30 juin 2015, Youssef T, 42 ans, est mis en examen et écroué pour le meurtre de Jean Moritz. Alors que le dossier était menacé d'un non-lieu, le nouveau procureur de Valenciennes, François Perrin, et une juge d'instruction ont décidé de reprendre le dossier à zéro. Quelques mois plus tôt, le tournage à l'Ouvroil de l'émission de télé non élucidée consacrée à l'affaire a servi de détonateur. La juge et les enquêteurs ont décidé à cette occasion de replacer sur écoute tous les protagonistes. À travers ces échanges, on comprendrait que l'alibi de Youssef T, finalement, ne tient plus. Le suspect est incarcéré, puis remis en liberté sous contrôle judiciaire. Youssef T nie avec constance les accusations portées contre lui. Son avocat, maître Rémi Foltier, l'assure. Il y a une absence d'évidence dans ce dossier. Avec le temps, la distance, il y a une déperdition des souvenirs et des preuves. Laurie Moritz, l'un des fils de la victime, ne se réjouit pas franchement de cette arrestation trop tardive à ses yeux. L'avocat de la famille, Emmanuel Rigler, regrette, lui, des investigations désordonnées. Il n'y a jamais eu de constance dans ce dossier en raison de la succession de nombreux juges d'instruction, sans oublier une scène de crime qui a été souillée, indique-t-il. L'enquête d'ailleurs va se poursuivre quelques années après cette mise en examen, avec à la clé le renvoi ou non devant une cour d'assises du suspect numéro 1. Mars 2022, la famille de Jean Moritz, partie civile dans le dossier, est avertie de la fin d'informations dans cette affaire de meurtre. En clair, le dossier est clôturé. Youssef T est toujours considéré comme le suspect numéro 1, un homme qui aurait donné la mort à l'artificier. Son mobile, une jalousie extrême. Reste à savoir si Youssef T, qui nie les faits, sera, après toutes ces années, renvoyé devant une cour d'assises. On espère vraiment qu'il y aura des poursuites. Ma mère est décédée il y a 2 ans. Son vœu en fin de vie était que l'affaire puisse être résolue, indique une filleule de Jean Moritz au journal La Voix du Nord. Après 11 ans d'enquête et 9 juges d'instruction, la famille de Jean Moritz est certaine que le suspect numéro 1 est bien le coupable. Il appartiendra peut-être à une cour d'assises de le décider. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.